Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Technologie. L'Audi TT 8J est construite sur la même plateforme PQ35 populaire que, par exemple, la Volkswagen Golf V, la Golf 6 et, bien sûr, la Skoda Octavia 2. Au total, sur la plateforme PQ35 et sa version étendue, PQ46, entre 2003 et 2017, le groupe a sorti plus de 20 modèles. Manifestement, techniquement, le TT est proche d'un très grand nombre de best-sellers, ce qui simplifie incontestablement son fonctionnement. Tous les véhicules de cette plateforme étaient équipés d'une traction avant de base avec une disposition transversale en ligne des unités. En option, la plupart d'entre eux peuvent également être équipés d'une transmission intégrale, réalisée en connectant l'essieu arrière par l'intermédiaire d'un embrayage Haldex. Dans le cas de l'Audi TT, la carrosserie peut être soit une voiture à haillons à 3 portes, soit un roadster à 2 portes et 2 places avec un toit rabattable. En effet, la TT n'est pas un vrai coupe, car cette voiture n'a pas de coffre à l'arrière, mais une porte entière. La configuration des sièges est 2+2, c'est-à-dire que les sièges arrière ne sont pas initialement conçus pour des passagers adultes. Les Allemands appelaient cette variante combi-coupe, ce qui n'est pas loin de la vérité. Contrairement à la majorité des autres voitures de cette plateforme, la carrosserie de la TT est composée à 68% en poids d'aluminium. Le mélange d'éléments en acier et en aluminium est difficile à décrire avec des mots, mais je vais essayer. La base de la partie avant est presque entièrement en aluminium, les longerons et les seuils sont fabriqués à partir de sections D. Aluminium extrude des moules, les jambes de force et les coupelles sont en tôle d'aluminium avec des éléments moules. Les jambes de force avant et les coupelles de suspension sont principalement en aluminium moule. En revanche, le plancher à l'arrière de la carrosserie est en acier, tout comme les passages de roues et les panneaux intérieurs de la carrosserie elle-même. Les portes avant et arrière sont également en acier. Le capot et les ailes avant sont en aluminium. Il est intéressant de noter que tout changera dans la prochaine génération, le plancher, les longerons et le bouclier moteur seront en acier, et toutes les portes, les panneaux extérieurs et les seuils avec les montants avant de la carrosserie seront en aluminium. Les moteurs les plus faibles de la gamme étaient disponibles dans les versions à traction avant de la TT, mais la plupart de ces voitures sont à transmission intégrale. En termes de suspension et de carrosserie, ces variantes ne diffèrent pas les unes des autres. La suspension avant est de type McPherson, la suspension arrière est de type multibras. Parmi les options, on trouve des amortisseurs à fluide magnétorésistif, et tout cela est complète par une électronique très avancée, avec un système de contrôle embarque développé et un grand nombre d'options. Parmi les moments intéressants de la technique TT, il faut noter une ligne de moteur. Elle comprend non seulement des 4 en ligne, comme sur la majorité des voitures de la plateforme commune, et même non seulement des VR6. La version TTRS utilisait un 5 en ligne suralimente de la série EA 855 avec 340 ou 360 chevaux en stock, et les versions pré-restylage de la voiture recevaient les légendaires moteurs EA 113 2.0 TSI. Chronologie octobre 2005. Le concept Audi Shooting Brake est présent au Salon de l'Automobile de Tokyo. Il contient, dans ses grandes lignes, l'idée du design de la nouvelle TT. Le modèle Shooting Brake classique a été abandonné par la suite. 6 avril 2006. La nouvelle génération d'Audi TT a été présentée au Salon de l'Automobile de Genève. 2 moteurs sont proposés, 2.0 TFSI, 200 chevaux, pour les voitures à traction avant et 3.2 litres FSI de 250 chevaux pour les voitures à transmission intégrale. Les 2 voitures peuvent être équipées d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou d'une boîte robotisée S-tronique à 6 rapports, que nous connaissons sous le nom de DSG DQ250. La carrosserie est soit un hatchback à 3 portes, soit un roadster à 2 portes. Septembre 2006. Début des ventes. La version de litre est également proposée avec une transmission intégrale. Octobre 2007. Annonce de l'Audi TTS. La puissance du nouveau moteur de 2 litres de la série EA113 pour cette version est de 272 chevaux. La TTS n'est proposée qu'avec la transmission intégrale, mais vous pouvez choisir entre une transmission manuelle à 6 vitesses et
Une transmission automatique présélective à 6 vitesses. Printemps 2008. Commercialisation de la TTS, septembre 2008. La version diesel de la voiture est commercialisée. Le moteur diesel de 2 litres et 170 chevaux peut être associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou à une boîte robotisée DSG à 6 rapports. La transmission est uniquement intégrale. Cette version est destinée uniquement aux marches européens. La version essence de base est une modification avec un moteur 1,8 TSI de la famille et à 888, 160 chevaux, associé à une boîte de vitesse. Présélective S-tronique à 7 rapports, plus connue sous le nom de DSG DQ200. La transmission se fait uniquement par les roues avant. Février 2009. Présentation de la version TTRS dotée d'un moteur turbo de 2,5 litres, 340 chevaux, et d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Mai 2010. Un modèle Restil est présent au salon AMI. Il se distingue par des optiques avant et arrière redessinées, des changements mineurs à l'intérieur, de nouveaux pare-chocs et seuils. Les lignes d'équipement et de moteur ont également été modifiées de manière significative. La version 2.0 TFSI de 200 chevaux est remplacée par la version 2.0 TSI de 211 chevaux de la nouvelle gamme et à 888. La version VR6 de 3,2 litres est abandonnée et la TTRS reçoit une transmission automatique à 7 rapports de la gamme DQ5 Sense. Février 2012. La version TTRS reçoit une mise à jour, dont le moteur passe à 360 ch. Mars 2014. La production de cette génération d'Audi TT est arrêtée. Carrosserie. Panneaux extérieurs. La quasi-totalité des panneaux extérieurs sont en aluminium, seules les portes et le panneau arrière sont en acier. Sur les pièces en aluminium, il convient de prêter une attention particulière à la présence de cloques de peinture et d'effritements blancs. C'est le résultat de réparations infructueuses et de dégradations anciennes de la peinture, en particulier à la jonction avec des éléments en acier tels que les supports de serrure et les axes de charnière. Bien entendu, il convient également de vérifier s'il existe des traces de réparations antérieures de la carrosserie. Les chances que la carrosserie soit gravement endommagée par l'âge sans qu'il y ait eu d'accident dans l'histoire sont minimes, mais il ne faut pas se relâcher. En outre, tout est compliqué par le fait que la peinture d'origine des voitures prestylées a tendance à s'estomper. Le vernis ne tient pas bien et les voitures sont repeintes pour préserver leur apparence. La corrosion des portes en acier est déjà très probable, et elle est parfois facile à repérer, même dans les parties inférieures et sous les poignées. Le panneau arrière est presque impossible à voir, il est recouvert par le plastique du pare-choc et les panneaux en aluminium des ailes arrière. Pour cela, il est nécessaire de plier un joint et, sous les couvercles internes des feux arrière, d'apercevoir la base en acier du haillon. Une attention particulière doit être accordée à l'épais joint de colle dans l'ouverture de la porte arrière. Si la partie arrière est fortement corrodée par le bas ou si la carrosserie a été mal réparée, le joint entre les panneaux extérieurs en aluminium et les panneaux intérieurs en acier commencera également à se corroder. Ce phénomène est clairement visible. Par le dessous, pour une raison ou une autre, la plupart des vendeurs pensent que seules les portières sont en acier. C'est pourquoi ils prennent souvent la suggestion de regarder la voiture de dessous en pleine figure. Ils disent que la suspension est en excellent état, que je ferai une petite remise pour remplacer quelques leviers et qu'il n'y a rien d'autre à voir. En fait, ce n'est pas le cas. La poupe, depuis les sièges arrière jusqu'au panneau arrière, est en acier, et la corrosion autour du réservoir est donc assez fréquentée. Le joint de colle entre les composants en acier et en aluminium peut également rouiller. En plus des nombreux joints boulonnent, il s'agit d'une zone extrêmement vulnérable de la carrosserie. La corrosion de la partie en acier, les déplacements inévitables et les défauts d'étanchéité des joints en cours de fonctionnement. Les charges exercées par les suspensions, tout cela peut déclencher le processus de destruction de l'aluminium au niveau de la jonction avec l'acier. Les voitures de rue de Moscou illustrent parfaitement ce phénomène, la chimie agressive et le temps n'épargnent pas les couches protectrices. Et les excrétions vertes blanchâtres sur la carrosserie ne sont que des traces de la catastrophe à venir. Il est probablement possible, en théorie, de défaire la partie avant en aluminium de la partie arrière en acier, de restaurer les surfaces de contact, d'utiliser à nouveau des couches de mastic isolant et de colle, de visser des centaines de vis spéciales qui fixent les pièces, et de refaire l'isolation des joints. Cependant, la plupart des propriétaires ne savent même pas que leur voiture est en danger. Dans une certaine mesure, leur calme est justifié, car le métal de la zone de contact durera certainement encore de nombreuses années.
Mais comment le réparer par la suite, si l'aluminium dans quel type d'environnement? Lors de l'achat, il reste à inspecter soigneusement les arches arrière intérieures, les éléments de fixation de la suspension arrière et la niche du coffre, en étudiant tous les joints avec une attention particulière. À l'intérieur de la carrosserie, il convient de prêter attention à l'état des planchers. En raison des portes sans cadre, l'étanchéité de la carrosserie est facilement rompue. Pour que l'eau pénètre, il suffit de desserrer une serrure ou un lève-vitre, ou simplement de laisser la voiture sans électricité. En service, ou des personnes insensibles la feront rouler pour attendre leur tour sous le ciel ouvert. Dans le cas de cette voiture, une moquette mouillée est la cause de problèmes potentiels avec les joints de carrosserie les plus délicats. Sans oublier les pannes électriques potentielles, bien sûr. Les jambes de suspension doivent être soigneusement inspectées sous le capot. Les boulons de fixation des jambes de force qui ne sont pas d'origine, les cadres permettant de modifier la chasse, l'installation d'extensions en acier et d'autres changements et modifications opérationnelles similaires entraînent la formation de piqûres sur les points de fixation de la suspension avant. Dans la mesure du possible, il est souhaitable d'atteindre le joint de la partie coulée du longeron et de l'estampage, il ne doit pas y avoir d'oxyde en quantité significative. Il convient également de vérifier l'état de la carrosserie sous le vase d'expansion et sous les tuyaux du système de refroidissement. L'antigel contribue à la destruction de la peinture et de l'aluminium. L'équipement de la carrosserie Audi n'a pas de faiblesse particulière en matière d'équipement de carrosserie, et la qualité de fabrication n'est traditionnellement pas mauvaise. Toutefois, certains problèmes typiques, propres aux voitures de la plateforme PQ35, sont toujours présents. Par exemple, la faiblesse de la poignée d'ouverture du capot, l'agonie de la serrure de la trappe du réservoir d'essence et les caprices des poignées de porte. La grande calandre et le pare-choc avant-bas accumulent les pierres et les bordures de trottoir, se fissurent et nécessitent des réparations régulières, un contrôle de l'état des fixations et des serrures. Les phares Pecrostructuruetia et les lentilles dans The brûlent. Ce n'est pas si grave, d'autant plus que les modules LED sont bon marche. Ce qui est plus grave, c'est que le module DHO meurt parfois, et dans la plupart des cas, il suffit d'ouvrir le phare pour remédier à la situation. Les principaux problèmes typiques du TT sont les pannes des fenêtres et des serrures. Comme la porte sans cadre a une fenêtre légèrement abaissée à l'ouverture, le mécanisme s'use plus intensément que d'habitude, ce qui oblige à une vigilance constante. Il serait bon d'avoir en stock un câble ou le mécanisme complet. En cas de défaillance du micro-interrupteur de la serrure, l'ouverture de la porte devient, d'urgence, par rupture du joint. Et, bien sûr, en hiver, les fenêtres gèlent souvent au niveau des joints. Il y a beaucoup de plaintes concernant le trapèze de l'essuie-glace, qui ne fonctionne pas. L'eau s'infiltre par les joints des portes arrière lors du lavage, et même un joint neuf ne dure pas longtemps. Le chauffage de la lunette arrière refuse de fonctionner tout d'abord en raison de la rupture du câblage dans une ondulation, et aileron automatique commence à coller dès le début des gelées. En général, il n'y a pas d'inconvénient majeur chez TT, et les portes sans cadre et l'aileron automatique rétractable ne sont que quelques-uns des éléments pour lesquels, dans la plupart des cas, les gens achètent cette voiture. Il est donc absurde de s'en plaindre. Intérieur. Il est bien sûr naïf d'attendre de l'intérieur de l'Audi TT qu'il soit aussi spacieux qu'un monospace. Pour le reste, c'est bien, mais simple. C'est pourquoi, par exemple, les déflecteurs essaient parfois de mettre plus intéressant, de la 3 restylée, là, ils ont un treillis inhabituel et plus lumineux. Sinon, il s'agit d'une berline Volkswagen typique avec son ergonomie idéale et une touche d'ennui. En termes de qualité et de panne, rien d'exceptionnel. Les premiers frottements latéraux des sièges, les tablettes de coffre cassées et un volant très éraflé avec un faible kilométrage moyen s'expliquent facilement par le style de conduite, la rigidité de la suspension et les caractéristiques de l'assise. Un verrou de boîte à gants casse est davantage un problème de plateforme générique qu'une conséquence d'une conduite négligée. Un interrupteur d'éclairage effiloche suggère que quelqu'un a éteint la lumière scandinave de la voiture ou que le propriétaire était un adepte de l'utilisation permanente des antibrouillards. Sinon, le plastique dissimule parfaitement l'âge, et l'intérieur d'une voiture ayant un kilométrage de 300 000 € et un propriétaire soigneux sera en meilleur état que celui d'une voiture ayant un kilométrage de 100 000 €, mais dont le propriétaire était trop paresseux pour passer le pied par-dessus le seuil et n'a jamais nettoyé la voiture. Les inserts argentes de la console centrale et certains panneaux sont parfois plus faciles à remplacer, les inserts chinois coûtent quelques centimes.
En conséquence, l'élément le plus use de l'habitacle est souvent le système multimédia. Le blocage et le cliquetis des volets de climatisation sont des phénomènes typiques des voitures équipées d'anciennes unités de climatisation. Après un restylage, ces problèmes sont moins fréquents. La durée de vie du ventilateur de chauffage n'est pas très longue, des grincements et des hurlements dus à l'usure des roulements. Et des collecteurs peuvent apparaître après 200 000 km, mais ils peuvent être facilement et rapidement réparés. D'un point de vue technique, elle n'est pas très différente de la Golf V et la plupart des pièces conviennent aussi bien à la Golf V qu'à la Golf 6. Lors de l'achat, il convient de vérifier l'originalité des sièges, du volant et des ceintures de sécurité. Les ceintures, TTS, fantaisistes et les sièges de course ne sont pas nécessairement de qualité course. Il en va de même pour les volants tuning d'origine inconnue. Il convient d'accorder une certaine attention à l'isolation phonique et à l'évacuation des eaux usées. En effet, en raison des particularités des portes sans cadre et du tapis de sol très fin, la voiture n'est pas du tout silencieuse. Recouvrir l'intérieur et le coffre de « bruit » ne donne souvent pas l'effet escompté par le propriétaire. Ce dernier peut ne rien savoir de l'augmentation du bruit structurel de la carrosserie en aluminium et penser qu'il s'en sortira avec 20 kg d'insonorisation. Dans le même temps, ils ne se rend pas compte que le fait de boucher les trous d'évacuation de l'eau et l'accumulation de celle-ci dans les volumes mouille la moquette et provoque un effet de capillarite qui fait remonter l'eau du plancher en aluminium jusqu'à la jonction avec la partie en acier de la carrosserie. Électricité. Autrefois, le système électrique des voitures de la plateforme PQ35 semblait être l'apothéose de la complexité, et le nombre de pannes par voiture et par an était désagréablement frappant. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir qu'un propriétaire sur deux n'ait pas de licence, VASI, et lunch, et que le système d'autodiagnostic connaisse presque toutes les ampoules grillées. Les principales difficultés rencontrées sur les TT sont l'usure des alternateurs, des faisceaux de porte, des unités d'allumage, du câblage sous le capot, des tapis chauffants des sièges et du chauffage de la lunette arrière. Les serrures, les vitres et les phares mentionnés ci-dessus peuvent également être inclus dans cette catégorie. La solution n'est pas toujours bon marche, mais elle est plutôt rapide. Les faisceaux de parktronique, de capteurs de capitonnage et d'autres systèmes, qui ne sont pas particulièrement réussis, sont disponibles. À la fois neufs et d'occasion. En cas de panne, il n'est pas nécessaire de changer l'amplificateur Bose qui n'a pas fonctionné, il peut être réparé, en général. Un microcircuit TDA 7575 PD est grille. Face aux problèmes des voitures plus récentes, tous les problèmes électriques de l'Audi TT de la deuxième génération semblent être des babillages d'enfants. L'Audi TT est apprécié par de nombreuses personnes, et ce à juste titre. Non seulement parce qu'il s'agit d'une petite voiture légère et sportive qui peut être réglée à l'infini. Elle est également appréciée parce qu'elle possède une carrosserie presque en aluminium avec un minimum de problèmes potentiels et un intérieur confortable typiquement Volkswagen. Enfin, TT est un constructeur. Mais nous parlerons de ce dernier point dans la deuxième partie, où nous aborderons les moteurs, la transmission et les trains roulants de la deuxième génération de cette Audi. En conclusion, l'Audi TT2, 8J, se distingue par son mélange unique d'acier et d'aluminium, offrant une performance et une esthétique remarquables. Cependant, il est crucial de prendre en compte les problèmes liés aux portes sans cadre, qui peuvent affecter la durabilité et l'expérience de conduite. Pour ceux qui envisagent d'acquérir ce modèle, il est recommande de bien se renseigner sur l'historique d'entretien et de rester vigilant face à ces éventuels défauts. L'Audi TT2 reste une voiture emblématique, mais comme pour tout véhicule, une attention particulière aux details peut faire toute la différence.